Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue encore une fois dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire ce dimanche, le Bénin affirme avoir déjoué un coup d'État. 3 hommes ont été arrêtés pour cela, alors que l'opposition dénonce une opération visant à faire taire les critiques du président Patrice Talon. L'armée soudanaise veut reprendre le contrôle total de la capitale Khartoum en chassant les rebelles des paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide. Une vaste opération offensive est en cours. La République démocratique du Congo traîne le Rwanda devant la Cour de justice d'Afrique de l'Est. Une procédure a été ouverte jeudi à Arusha en Tanzanie, siège de l'instance judiciaire de la communauté. Bienvenue encore. Au Bénin, 3 hommes, dont un ancien ministre et le responsable de la sécurité du président Patrice Talon, ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir fomenté un coup d'État. C'est du moins ce qu'indique le procureur. L'ancien ministre des Sports, Oswald Romeki, a été arrêté mardi alors qu'il remettait 6 sacs d'argent au chef de la garde républicaine, Elon Mario Metonou, a indiqué le procureur lors d'une conférence de presse. C'est lors de cette remise d'1,5 milliard de francs CFA, un peu plus de 2 millions d'euros, que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Romeki, l'ancien ministre, et du commandant de la garde républicaine, a annoncé le procureur. Et les enquêteurs ont déclaré que le colonel Jimo Dieudonné Tevorge avait été soudoyé pour ne pas résister au coup d'État prévu vendredi dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Également détenu l'homme d'affaires Olivier Boko, ami du président Patrice Talon, qui avait récemment indiqué avoir des ambitions politiques. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge de la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Romeki pour son compte et celui de M. Olivier Boko à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024, l'a déclaré Elon Mario Metonou, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Une enquête a été ouverte, a indiqué l'organisme, afin d'identifier toutes les personnes impliquées dans la tentative de coup d'État. Les avocats et partisans de M. Boko ont condamné ce qu'ils ont qualifié d'enlèvement et ont exigé sa libération immédiate. Des enquêtes sont en cours pour identifier d'autres suspects, a indiqué le procureur. Le Bénin, autrefois salué comme une démocratie multipartite, a pris un tournant plus autocratique sous la présidence de Patrice Talon, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Le président Talon a annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat lors des élections prévues en 2026. La police tanzanienne a de nouveau arrêté lundi 2 dirigeants de l'opposition. C'est ce qu'ont annoncé le parti et la police pour mettre fin aux manifestations antigouvernementales prévues dans la capitale commerciale, Dar es Salaam. Le président du principal parti d'opposition, Chadema, Freeman Mbowe, a été arrêté dans la rue tandis que son adjoint Tundu Lissu a été amené chez lui alors qu'il projetait de manifester contre les assassinats et les enlèvements présumés de critiques du gouvernement de Samia Suluhu. Les militants des droits de l'homme affirment que le gouvernement de la présidente Samia Suluhu Hassan cible des opposants à l'approche des élections locales de décembre et du scrutin national de 2025. La police a déclaré que 14 personnes avaient été arrêtées, dont Mbowe et Lissu, pour avoir défié l'interdiction de manifester. Le parti Chadema a déclaré sur X que Mbowe avait été arrêté dans le quartier de Magomeni de la ville alors qu'il arrivait pour mener une manifestation pacifique. C'est à Dar es Salaam. Un convoi de 11 véhicules a récupéré Lissu et est reparti sans dire où il allait, ajoute le communiqué.
Les deux hommes ont également été brièvement arrêtés avec des centaines de partisans le mois dernier. Plus tôt ce mois-ci, un autre membre au placé de Tchadema a été enlevé dans un bus. Son corps a été finalement retrouvé plus tard avec des signes indiquant qu'il avait été battu et qu'on lui avait versé de l'acide sur le visage. Les opposants arrêtés lundi ont été finalement libérés peu de temps après. Des centaines de Tunisiens ont manifesté dimanche contre le président Kais Saied, l'accusant de renforcer le régime autoritaire et d'étouffer la concurrence politique à 2 semaines de l'élection présidentielle. Au milieu d'une forte présence policière, les manifestants ont défilé pendant une deuxième semaine le long de l'avenue principale de Tunis, un point central de la révolution du printemps arabe de 2011, scandant des slogans tels que « Le peuple veut la chute du régime » ou encore « Fini le dictateur Sayed ». La manifestation a eu lieu après que les députés ont proposé un projet de loi visant à priver le tribunal administratif de son pouvoir de trancher les litiges électoraux, une mesure qui, selon l'opposition, discréditerait les élections du 6 octobre et ouvrirait la voie à Kais Saied pour obtenir un second mandat. Les démarches de Kais Saied montrent qu'il n'est plus populaire et qu'il craint de perdre les élections, a déclaré Nabil Hadji, le chef du parti d'opposition Attayar. Les Tunisiens n'ont désormais qu'un seul choix, celui de descendre dans la rue pour défendre la démocratie, a-t-il déclaré, l'opposant en question. Les tensions politiques dans ce pays d'Afrique du Nord se sont intensifiées depuis qu'une commission électorale nommée par le président Kais Saied a disqualifié 3 candidats présidentiels de premier plan, Mondial Zinaidi, Abdelatif Meki et Emen Daimi. La commission a défié le tribunal administratif, la plus haute instance judiciaire en matière de litiges électoraux, et a autorisé seulement 2 candidats à se présenter contre le président sortant, Kais Saied. L'un d'eux, Ayati Zamel, est en prison après avoir été condamné mercredi à 20 mois de prison pour falsification de signatures sur des documents électoraux dans ce qu'il appelle une affaire à motivation politique. Les critiques affirment que le président Kais Saied utilise la commission électorale et le système judiciaire pour assurer la victoire en étouffant la concurrence et en intimidant les candidats. Et le président nie ces accusations, affirmant qu'il combat les traîtres, les mercenaires et les corrompus. Kais Saied, élu démocratiquement en 2019, a resserré son emprise sur le pouvoir et a commencé à gouverner par les décrets en 2021 dans une démarche que l'opposition a qualifiée de coup d'État. Mais malgré les manifestations, le Parlement tunisien a adopté vendredi la loi privant le tribunal administratif de son pouvoir de trancher les litiges électoraux, comme nous pouvons le suivre dans ce reportage de TV5 Monde. Les règles changent et la rue ne l'accepte pas. C'est le message que portent ces manifestants ce vendredi en Tunisie. Sur leurs pancartes, des slogans contre le président et contre le projet de révision de la loi électorale. L'élection présidentielle a lieu le 6 octobre et le Parlement a validé ce projet. Il consiste à retirer au tribunal administratif sa faculté d'arbitrer les contentieux électoraux en faveur de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Il avait été déposé par plus d'un tiers des députés, mais de nombreuses ONG et partis s'y sont opposés. Aujourd'hui marque le début de la période électorale et alors que la compétition bat son plein, l'arbitre intervient pour modifier les règles du jeu dans les derniers mètres. C'est un crime politique dans toute sa splendeur qui ne fait que confirmer l'abus et la répression qui sapent les fondements même du régime républicain. Ce tribunal administratif avait en appel réintégré 3 candidats préalablement éliminés de la présidentielle. Mondial Zinaidi, Abdelatif Meki et Imed Daimi, considérés comme 3 rivaux sérieux du président Saied qui se représente. Mais l'autorité électorale les a exclus de la liste définitive pour l'élection, suscitant la colère des opposants.
Nous ne sommes pas contre le tribunal administratif. Ça, c'est ce que les autres veulent faire croire. Nous voulons protéger le tribunal administratif et nous voulons défendre les institutions de l'État. Des ONG tunisiennes et internationales, en plus de la centrale syndicale UGTT, ont parlé d'un processus faussé en faveur de M. Sayed. L'armée soudanaise a lancé jeudi une opération visant à prendre le contrôle des zones de la capitale qui étaient aux mains de son ennemi, la force paramilitaire, les FSR, les forces de soutien rapide. Les médias soudanais ont fait état d'une augmentation des mouvements militaires et des frappes aériennes dans les districts de Khartoum et d'Omdurman, les plus intenses dans la région de la capitale depuis des mois. Mohamed Ibrahim, porte-parole du ministère de la Santé à Khartoum, a déclaré dans un communiqué que 4 civils avaient été tués et 14 autres blessés lors des derniers combats dans le district de Karari à Omdurman, une ville proche de la capitale soudanaise, Khartoum. Un porte-parole a confirmé que l'opération était en cours, mais a refusé de commenter davantage. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, s'est adressé à l'Assemblée nationale cette semaine à New York, affirmant que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour mettre fin à cette guerre et éloigner notre pays de la destruction en cours par la milice, les FSR. Il a maintenu cette position lorsqu'il s'est adressé aux journalistes de la mission soudanaise aux Nations Unies jeudi soir. L'opération en cours à Khartoum vise à préserver l'intégrité de notre pays, la sécurité de notre population et de nos forces armées, a-t-il déclaré. La solution militaire est la dernière, a poursuivi Al-Borhan. Nous aspirons à une solution pacifique qui épargne aux gens davantage de souffrance, davantage d'enfants et davantage de déplacements. 3 mois après de vastes manifestations antigouvernementales au Kenya, Amnesty International a présenté mercredi une pétition appelant à la création d'une commission chargée d'enquêter sur la mort de nombreuses personnes résultant de l'usage illégal de la force policière. Cela fait suite à un rassemblement mardi où des maires de manifestants en deuil se sont retrouvés devant le ministère de la Justice pour soumettre une liste de ceux qui ont perdu la vie lors du mouvement de protestation qui a eu lieu de juin à août. Les organisations de défense des droits de l'homme rapportent que plus de 60 personnes ont perdu la vie au cours des semaines de manifestations, initialement déclenchées par un projet de loi de finances proposant des augmentations d'impôts et que d'autres personnes ont disparu dans les semaines qui ont suivi. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques dirigées par des jeunes contre les hausses d'impôts controversées s'est rapidement transformé en protestation plus large contre le président William Ruto et contre ce que beaucoup perçoivent comme des dépenses publiques excessives et de la corruption. La pétition d'Amnesty International coïncide avec le 3e mois de la journée de protestation la plus dramatique, le 25 juin, lorsque des manifestants ont pris d'assaut l'immeuble du Parlement à Nairobi. S'appuyant sur des séquences vidéo et des témoignages de témoins oculaires, d'avocats et de professionnels de la santé, Amnesty International affirme que la police a eu illégalement recours à la force meurtrière contre les manifestants pacifiques, entraînant la mort d'au moins 6 personnes ce jour. Le droit de manifester au Kenya est protégé par la Constitution. Il est inacceptable que plutôt que de faciliter et de protéger les manifestants, la police ait recours à une force meurtrière, a déclaré Irungu Houghton, le directeur d'Amnesty International au Kenya. La police a tiré des grenades et lacrymogènes directement sur des manifestants, parfois au niveau de la tête, a indiqué Amnesty, ajoutant que des gaz lacrymogènes avaient été tirés sur au moins 2 tentes médicales. Les actes de violence isolés ne justifient pas le recours au gaz lacrymogène car ils ont un effet de vastes zones
En aucun cas, ces tirs ne doivent être tirés directement sur les individus, a déclaré Faith Ondiembo, présidente de la Law Society of Kenya, dans le rapport d'Amnesty International. Amnesty International a déclaré avoir identifié des fusils, des mitraillettes et des fusils de chasse spécifiques utilisés par la police. Il indique également que de nombreux policiers ne portaient pas d'uniforme et utilisaient des véhicules banalisés. Selon l'organisation Amnesty International, les images montrent des individus en civil tirant à plusieurs reprises sur des manifestants, de nombreux manifestants levant les mains. La Law Society of Kenya a signalé que de nombreux manifestants ont été illégalement détenus pendant et après les manifestations et qu'un nombre important d'entre eux sont toujours portés disparus. Le rapport d'Amnesty International fait état du cas des manifestants qui a perdu connaissance à l'intérieur du bâtiment du Parlement et s'est ensuite retrouvé dans une pièce sombre gardée par 2 hommes. Il a été interrogé sur le financement des manifestations, puis on lui a bandé les yeux et on l'a conduit et on l'a abandonné au bord d'une route à Nairobi. La Cour de justice d'Afrique de l'Est, basée à Arusha, en Tanzanie, a ouvert jeudi une procédure dans une affaire déposée par le Congo contre le Rwanda, l'accusant de violer sa souveraineté et son intégrité territoriale en envoyant des troupes pour aider les rebelles dans l'est du pays. L'est de la République démocratique du Congo, vous le savez, est aux prises avec la violence armée, alors que plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minières, tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté. Certains groupes armés ont été accusés de massacres. Le Congo allègue que les forces rwandaises ont été impliquées dans des agressions et des crimes de guerre dans l'est du pays. En juillet, des experts des Nations Unies ont estimé qu'entre 3 000 et 4 000 soldats gouvernementaux du Rwanda étaient déployés dans l'est du Congo aux côtés du groupe rebelle du M23 qui a réalisé ces derniers temps des avancées majeures. La Cour de justice d'Afrique de l'Est a été créée en tant que tribunal régional en vertu d'un traité de 1999 entre un groupe de pays d'Afrique de l'Est et destiné à entendre les affaires provenant du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda et de la Tanzanie. La juridiction a été ratifiée par l'Organisation des Nations Unies. Cette procédure intervient un jour après que le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a appelé à des sanctions contre le Rwanda à l'Assemblée générale des Nations Unies, alléguant que ce pays soutient les rebelles du M23 dans la région orientale et en appelant à sanctionner le Rwanda. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale.
Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. Dans son procès, qui s'est ouvert jeudi à Arusha en Tanzanie, le Congo cherche à tenir le Rwanda responsable de violations, notamment d'atrocités contre des civils et de violations du droit international, et également à obtenir des réparations pour les victimes de ces crimes. Ce procès souligne les tensions de longue date entre les deux pays, le Rwanda et la République démocratique du Congo, en particulier à propos de l'Est du pays, de la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux que l'affaire ait décollé, a déclaré l'avocat représentant le Congo, Elisha Ongoya. Le Rwanda a soulevé des objections remettant en question la compétence de la Cour dans cette affaire. Son avocat, Émile Nwali, a demandé le non-lieu et la Cour régionale ne connaissant pas des affaires pénales, selon lui. Nwali a également souligné des erreurs de procédure telles que l'incapacité du Congo à traduire les documents judiciaires en anglais, la langue officielle de la juridiction. L'équipe juridique du Congo a demandé à la Cour d'être autorisée à soumettre de nouvelles preuves et des documents traduits. Le juge président, Yohan Massara, a déclaré que la Cour examinerait les arguments de chaque partie et rendrait une décision sur les objections à une date ultérieure. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche, le 29 septembre 2024. Je vous rappelle toutefois les grandes lignes, les titres principaux. Le Bénin affirme avoir déjoué un coup d'État. 3 hommes ont été arrêtés pour cela, alors que l'opposition dénonce une opération visant à faire taire les critiques du président Patrice Talon. L'armée soudanaise veut reprendre le contrôle total de la capitale Khartoum, en grande partie contrôlée par les forces de soutien rapide de l'FCR. Une vaste opération offensive est actuellement en cours. La République démocratique du Congo traîne le Rwanda devant la Cour de justice d'Afrique de l'Est. Une procédure a été ouverte jeudi à Arusha, en Tanzanie, siège de l'instance judiciaire. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 29 septembre 2024. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Au revoir et bonne semaine.